Pour offrir le meilleur accompagnement possible, il faut se rappeler que chaque personne a des besoins, des capacités et des défis différents en lien avec son diagnostic. Il faut donc garder en tête que chaque accompagnement est différent. Pour bien te préparer, prends le temps de consulter le dossier du participant, d'échanger avec l'équipe en place et même de demander à la personne responsable quelles sont ses routines et ses habitudes à la maison. Bref, informe-toi et pose des questions parce que le plus important, c'est de t'adapter à la personne que tu vas accompagner. En tant qu'accompagnateur, l'une des choses les plus importantes, c'est le respect de l'autonomie. Mettre un chandail, manger son déjeuner, se brosser les dents, sont des gestes du quotidien qui nous semblent simples, mais qui peuvent prendre des mois de pratique à certains participants. Et pour les personnes qui n'ont pas la mobilité nécessaire pour faire toutes ces actions par elles-mêmes, ça peut demander encore plus de temps et d'efforts. Mais malgré tout, c'est important de faire ces actions avec elles et non à leur place. Comment y arriver? Laisse le participant faire une partie du mouvement avant de l'aider. Et si tu en as l'occasion, suis la formation PDSP, principe de déplacement sécuritaire de la personne, pour en apprendre davantage sur comment déplacer et accompagner quelqu'un de façon sécuritaire et humaine. On ne le répétera jamais assez, chaque participant a des besoins différents, même en ce qui concerne l'aide à la mobilité et les transferts. Quand on utilise une aide technique, c'est-à-dire tout le matériel qui facilite la mobilité et les transferts, il faut toujours prendre certaines précautions avant de commencer. On doit s'assurer que la personne a réellement besoin de l'aide technique afin de respecter son autonomie et s'assurer que le matériel est en bon état. Par exemple, la batterie du lève-personne est chargée. La sangle de toile du lève-personne est de la bonne taille et n'est pas trop usée. Les freins du fauteuil roulant, du lit ou du lève-personne mobile sont fonctionnels ou encore la ceinture de transport est adéquate. Prendre quelques secondes pour vérifier ces éléments avant chaque mobilisation ou transfert, c'est assurer la sécurité du participant et la tienne. La communication, c'est vaste. Il existe plusieurs langues, plusieurs médias et façons d'échanger les uns avec les autres. Avec des personnes en situation de handicap, il faut s'adapter encore plus. Par exemple, si l'usager est non-verbal, on peut utiliser des pictogrammes, une tablette électronique ou même les gestes pour faciliter la communication. Peu importe avec qui on communique, certains principes restent essentiels et ça passe par des actions simples comme ne pas infantiliser la personne, s'assurer de parler dans la langue qu'elle comprend ou de trouver une personne qui peut traduire tes propos, utiliser un vocabulaire clair et adapté à son niveau de compréhension, se placer à son niveau et adopter une posture ouverte ou encore faire face à la personne et capter son attention, par exemple en nommant son nom avant de lui parler. Chaque personne communique à sa manière et ton rôle à toi, c'est d'apprendre à parler son langage. Comme ça, tu ne fais pas juste entendre ce que l'usager te dit, tu l'écoutes vraiment. Il existe plusieurs outils pour nous aider à entrer en contact avec nos participants non-verbaux ou malentendants. On parle ici de la communication alternative. Le plus important, c'est de s'assurer que les outils choisis répondent aux besoins du participant. Par exemple, si on opte pour des pictogrammes, il faut vérifier qu'ils correspondent bien à sa façon de s'exprimer. Selon la personne accompagnée, il peut aussi être nécessaire d'apprendre les bases de son mode de communication. Avec une personne non-verbale, par exemple, connaître quelques signes de base de la méthode Les mains animées, comme manger, dormir, boire ou aider, permet de mieux répondre à ses besoins essentiels et d'assurer sa sécurité ainsi que son bien-être. Toute personne, qu'elle soit en situation de handicap ou non, réagit aux situations du quotidien. Elle peut pleurer quand elle est triste, rire quand elle est heureuse, et elle peut aussi vivre un deuil ou une peine, et plus encore. Cependant, certains de nos participants ont de la difficulté non seulement à comprendre l'émotion qu'ils vivent, mais aussi à la gérer ou à l'exprimer. Ça peut parfois mener à des comportements inadéquats ou agressifs. Ces comportements peuvent se manifester de différentes façons, comme lorsqu'une personne est incapable de verbaliser une émotion, qu'elle crie, pleure, frappe, mord ou même adopte des gestes d'automutilation. Pour bien accompagner une personne présentant des troubles du comportement, il faut d'abord comprendre qu'il y a toujours une raison derrière l'action posée et que le retour au calme passe par différentes approches selon la situation. Pour y arriver, plusieurs techniques sont possibles. On peut appliquer des pressions profondes, proposer des exercices de respiration, offrir un moment seul, apporter une aide concrète ou simplement être une oreille attentive. Certaines interventions nécessitent une formation plus avancée, comme celle en gestion de crise et en prévention de l'agressivité. Mais ce qui est le plus important lorsqu'un participant a des comportements difficiles, c'est de garder son calme, comprendre qu'on n'est pas toujours la bonne personne pour intervenir et surtout, aller chercher de l'aide quand on en a besoin.
Pour assurer notre sécurité et celle de nos participants lorsqu'ils présentent des comportements difficiles, la prévention reste la meilleure intervention. Mais comment prévenir ces comportements ou même les éviter complètement? On peut prendre connaissance du dossier et de la grille d'escalade des comportements du participant, être attentif aux changements de comportement, comme une agitation motrice ou verbale, ainsi qu'aux situations émotionnellement chargées, par exemple un refus ou une incompréhension. On peut aussi connaître l'horaire de la journée pour anticiper les moments clés, repérer les situations à risque, comme un changement d'intervenant ou la désorganisation d'un autre participant, et être conscient de ses propres limites en intervention selon son expérience et les formations reçues. Chaque usager présente des signes différents qui indiquent qu'il ne va pas bien. C'est à nous d'apprendre à les reconnaître et à rester attentifs aux changements. En prévention, le mieux est d'éviter que le comportement difficile se produise en agissant avant que le stresseur ne survienne. Pour y parvenir, plusieurs stratégies peuvent être mises en place, comme préparer un horaire en pictogramme pour faciliter les transitions entre les activités, assigner un intervenant expérimenté à un usager qui réagit plus fortement, et éviter d'être seul pour annoncer une grosse nouvelle ou refuser une demande. Bref, il y a mille et une façons d'accompagner une émotion et de prévenir les comportements difficiles. Mais la clé, c'est de travailler en équipe, s'assurer que tout le monde intervient de la même façon et bien communiquer entre nous. C'est ce qui nous aide à améliorer la qualité de vie de nos participants tout en assurant notre propre sécurité. Chaque environnement de travail devrait avoir ses propres protocoles pour la gestion de crise, adaptés à la clientèle du milieu et plus spécifiquement à chaque participant qu'il fréquente. Pour développer des stratégies efficaces dans la gestion des comportements, plusieurs moyens peuvent être utilisés. Demander du soutien à son employeur, par exemple en suivant des formations supplémentaires, échanger avec ses collègues pour partager des trucs et astuces, organiser des rencontres d'équipe régulières afin d'assurer le suivi de différentes situations, collecter des informations et des données sur chaque participant et chaque événement pour favoriser une bonne transmission d'informations. Finalement, il est essentiel de se poser la question, est-ce nécessaire d'intervenir sur ce comportement ou non? Il faut éviter d'intervenir simplement par épuisement ou pour de mauvaises raisons. Une intervention devrait toujours être faite dans l'intérêt et la sécurité de toutes les personnes impliquées. Parce que tous les comportements n'ont pas forcément besoin d'intervention ou d'encouragement. Tout dépend du contexte, de l'usager, de l'émotion qu'il vit et de ce qu'il tente de nous communiquer.